Vous êtes avec votre gars d'Aphrodisiaque. Bienvenue dans cette vidéo d'analyse et de théorie consacrée au chapitre 885 de Kingdom. Si vous êtes passionné par l'œuvre de Hara comme je le suis, installez-vous très confortablement parce qu'aujourd'hui on va décortiquer ensemble ce qui est probablement l'un des tournants les plus fascinants de toute la guerre contre Zhao. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un fait est là. Sur cette chaîne, nos prédictions continuent de se valider les unes après les autres. Deux éléments majeurs posés ensemble dans nos précédentes vidéos sont désormais confirmés dans le manga. Premier élément, l'intervention décisive des renforts menés par Yoko Yoko. Deuxième élément, l'exécution d'une stratégie d'attaque globale orchestrée par la Chine pour débloquer le front de Cantan. Ces deux théories sont validées sur le terrain. Quant aux autres projections non encore confirmées, la règle reste la même. Tant que la guerre n'est pas terminée, tout reste possible. Au programme aujourd'hui, comment la prise de risque de Karyoten a complètement aveuglé l'état-major de Zhao, pourquoi l'absence d'un homme clé est en train de faire basculer la guerre, et surtout le sacrifice tragique qui s'annonce pour sceller la victoire de Qin. Restez bien jusqu'à la fin, parce que la théorie finale sur le piège en tenaille va tout remettre en perspective. Pensez à vous abonner et à laisser le pouce bleu pour soutenir la chaîne. Le chapitre 885 offre une réponse catégorique aux doutes qui pesaient sur Karyoten. Face à la pression de Kantan, la stratège de Laïshin livre une démonstration d'anticipation en quatre phases distinctes. Première phase, le choix du commandement direct. Ten prend la tête de l'armée leur en personne face à des officiers chevronnés, un repli fin sans leader identifié et démasqué en quelques minutes. En exposant sa propre vie au premier rang, elle garantit l'authenticité de la fuite aux yeux de l'état-major adverse. Deuxième phase, la segmentation des forces. Ten sépare la cavalerie de l'infanterie. La cavalerie crée un mouvement d'entraînement rapide pour fixer le regard de Zhao, tandis que l'infanterie se fractionne pour se cacher dans les bois et ne pas être rattrapée par l'ennemi. Troisième phase, le maintien de la portée visuelle. Fuir trop vite détruit le piège en incitant l'ennemi à se stopper et analyser la situation. Ten maintient scrupuleusement son armée à portée de vue de Zhao, entretenant la gourmandise et la certitude d'une victoire facile chez les poursuivants. Quatrième phase, les troupes d'élite. En attirant les ennemis loin de leur position initiale, Ten crée le vide stratégique nécessaire au regroupement de la véritable force de frappe. C'est une prise de risque calculée qui repose sur un sang-froid absolu. Mais cette manœuvre met en lumière une faille majeure chez l'ennemi. L'absence de Riboku change considérablement le déroulement d'une bataille. Deux scénarios expliquent cette absence. Soit Riboku est rentré d'urgence à la cour pour rendre des comptes sur la percée initiale de Qin, soit ils préparent un piège mortel. Privés de leur leader, les commandants de Zhao tombent dans le piège. Leur volonté de décapiter Rishinmuten et Kyukai les pousse à poursuivre cette traque et abandonner davantage la défense de la capitale. C'est une faute tactique élémentaire. En désertant leur position défensive, les officiers de Zhao découvrent entièrement le secteur clé de la capitale. Ils choisissent la traque individuelle au détriment de la rigueur défensive, offrant à Qin la brèche exacte qu'il cherchait à provoquer. En résumé, sans la rigueur tactique de Riboku pour cadrer le front, l'arrogance des généraux de Zhao est en train d'offrir à Qin la clé de Kantan. Du côté de nos héros, la mise en scène par l'armée de l'heure permet aux hauts gradés de se regrouper en une unité d'élite autour de Shin. Caché en hauteur, Shin et ses hommes laissent défiler la cavalerie de Zhao avant de partir dans la meilleure direction. L'objectif est simple, retrouver le gros de la Gakuka, le corps principal de Kyukai, les unités secondaires des blessés de la Ishin et l'armée de 40 000 hommes de Yoko Yoko, dont nous avions anticipé l'importance précédemment. Cet événement marque une étape historique, la réunion sous un même commandement tactique des trois prodiges de Qin, Muten, Rishin et Kyokai. C'est le rassemblement sur un seul front des trois plus grands talents de la nouvelle génération. Sur le plan psychologique, nos trois généraux sortent d'une phase de haute tension. Après le début du siège, l'apparition de Riboku, l'intervention des différentes armées de Qin et le risque d'un échec global, ils ont pris l'initiative d'unifier leurs forces pour imposer leur propre rythme à la bataille. Cette prise de responsabilité directe les rapproche de rang des six grands généraux. Pour mesurer leur progression, voici un récap des chiffres. Au départ de la campagne, les forces combinées comptaient 170 000 soldats. Après les 10 000 hommes détachés sur le front de l'armée des montagnes par Muten, le corps d'armée sous leurs ordres s'élève exactement à 160 000 guerriers. La comparaison avec les grandes campagnes antérieures montre le changement d'échelle. Lors de la campagne de Gju, l'armée totale de Qin réunissait 200 000 hommes. Houssen 50 000, Kanki 60 000, Yotanois 60 000, unités indépendantes 30 000. Lors de la conquête de Han, le grand général Tu disposait de 160 000 hommes. Avec leurs 70 000 hommes réunis,
La force conjointe de nos 3 généraux correspond numériquement à l'armée d'invasion de Han et rivalise directement avec la force déployée à Gyu. Concernant la suite des opérations, le regroupement des forces va se faire rapidement le matin selon un ordre bien précis. D'abord la Gakuka, en priorité absolue, afin d'établir la chaîne de commandement et récupérer l'armée la plus massive. L'armée de Yokoko et ses 40 000 hommes, plus frais que les autres, pour injecter une puissance de combat avec moins de fatigue accumulée. L'armée de Kyokai, pour assurer la perforation des lignes et la vitesse d'exécution. Les réserves de l'Aïshin pour colmater les rangs et utiliser les frères archers. Une fois la structure stabilisée, la force unifiée engagera la contre-offensive pour impacter les arrières de Zhao, éliminer leurs généraux, puis reprendre la direction vers les portes de Cantan. L'exécution de cette stratégie implique un coût humain inévitable pour l'armée-leur. Lorsque l'ennemi va les rattraper, la cavalerie de l'armée-leur sera exposée et en grande difficulté sous la pression numérique. Dans cet affrontement, Carioten risque d'être gravement touché. C'est à ce point critique que la dernière phase du plan s'activera. Malgré la situation, Ten déclenchera le signal de regroupement général. À ce signal, l'infanterie jusqu'alors cachée bloquera les lignes de repli de Zhao, tandis que l'armée unifiée des trois prodiges frappera les flancs adverses. Les troupes de Zhao se retrouveront verrouillées dans une tenaille complète, transformant le sacrifice de l'armée leur en levier de victoire décisif. Point important sur cette stratégie, c'est exactement celle que Riboku avait utilisée contre Uki. Voilà pour l'analyse complète du chapitre 885 et le déroulement de ma théorie sur Kingdom. Partagez votre avis dans les commentaires. Validez-vous cette stratégie. Peace.